Les Sierra-Léonais élisent samedi leur président avec 4 jours de retard sur le calendrier initial. Seront face à face Samora Camara, l'héritier du président sortant, et le candidat du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio. Au Sénégal, Khalifa Sall et ses soutiens attendent pour ce vendredi la décision de justice qui va décider de son avenir politique. Détenu depuis plus d'1 an, le maire de la capitale affiche sa sérénité. En Égypte, les premières estimations donnent le président Abdel Fattah al-Sisi gagnant avec plus de 90% des voix. Les habitants du Caire apprécient le déroulement du scrutin. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce point de l'actualité sur le continent africain. Samedi prochain, le jour J pour les Sierra-Léonais qui sont appelés à élire leur président. Le scrutin aura accusé 4 jours de retard sur le calendrier initial. Seront face à face Samora Camara, héritier du président sortant, et le chef de file de l'opposition, Julius Maada Bio. Reportage. Ce second tour de la présidentielle en Sierra Leone est très indécis entre l'héritier du président sortant et le candidat du principal parti d'opposition arrivé de peu en tête au premier tour. Le second round était programmé pour le 27 mars. Quelques 3,1 millions d'électeurs sont appelés à choisir le successeur du président Ernest Bai Koroma. Au premier tour, le 7 avril, le peu connu Samora Camara avait remporté 42,7% des suffrages. Il avait été devancé par le candidat du principal parti d'opposition, l'ancien général Julius Maada Bio, avec 43,3% des voix. Alors que le bon déroulement général du premier tour, qui avait combiné élections présidentielles, législatives et locales, a été salué par les observateurs internationaux, tout le pays retient son souffle et espère un vote sans violence pour le second tour. Les premiers résultats sont attendus la semaine prochaine. En l'absence de sondages crédibles, tout pronostic sur le vainqueur s'annonce hasardeux. L'issue est d'autant plus incertaine que si le candidat de l'opposition a viré en tête de la présidentielle, l'APC frôle la majorité absolue à l'Assemblée nationale, selon les résultats des législatives encore partielles. Selon les premières estimations publiées jeudi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a remporté plus de 90% des voix à la présidentielle. Toujours, d'après les mêmes sources, le taux de participation, lui, serait inférieur à 50%. Reportage. Victoire sans surprise pour Abdel Fattah al-Sisi. Le président égyptien a remporté le scrutin présidentiel haut la main avec plus de 90% des voix selon les premières estimations. Quant au taux de participation, seul véritable enjeu de cette élection, il est inférieur à 50%, soit environ 23 millions d'électeurs sur 60 millions d'électeurs attendus. Malgré une certaine affluence lundi à l'ouverture du scrutin, la fréquentation des bureaux de vote était en baisse mardi et mercredi. Les opérations de vote ont pris fin mercredi soir après 3 jours de vote. Les bureaux de vote ont fermé après une courte prolongation d'1 heure. Les résultats officiels de l'élection seront proclamés le 2 avril. Au cours de la présidentielle de 2014, le taux de participation avait atteint 37% après 2 jours de vote, puis 47,5% après une prolongation d'1 journée. Les 3 jours du scrutin 2018 se sont déroulés sans incident notable, sous la protection ostensible des forces de sécurité après un attentat samedi à Alexandrie dans lequel 2 policiers ont été tués. Élu en 2014 avec 96,9% des voix, Abdel Fattah al-Sisi avait pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, le chef du parti libéral Al-Ghad, méconnu du grand public et partisan affiché du régime. Toujours en Égypte, les premières estimations publiées ce jour par la presse d'État donnent le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi gagnant avec plus de 90% des voix. Des estimations rendues publiques au lendemain de la fin d'une élection présidentielle de 3 jours. Les habitants du Caire apprécient le déroulement du scrutin. On écoute. L'élection s'est déroulée avec la volonté populaire. Tout le monde est allé voter en sachant que leur point de vue était le bon.
qu'ils élisaient un président pour la prochaine étape pour mener à bien son parcours et poursuivre le projet des 4 dernières années pour l'intérêt du pays et du peuple. J'ai voté même si je suis contre certaines choses comme les prix élevés et d'autres choses. Mais c'est plus sain de voter. L'autre candidat, la plupart des gens ne le connaissaient pas. Il n'avait pas de programme électoral, il ne se mettait pas en avant et il était candidat tout en soutenant Sisi. Alors pourquoi aurais-je dû voter pour lui? J'ai voté pour Sisi qui était assuré de gagner de toute façon. C'était un référendum, pas une élection. Tous les gens savaient pour qui ils allaient voter pour permettre à Sisi de continuer son parcours et ses actions de développement. Personne n'était en lice contre lui à part ce type que personne ne connaît alors que tout le monde connaît Sisi. C'est un travailleur acharné. Nous devons tous le soutenir. Je l'annonçais en titre, au Sénégal, nul ne lui conteste le statut d'homme politique le plus populaire de Dakar. Détenu depuis plus d'1 an, Khalifa Sall, maire de la capitale sénégalaise, attend la décision de justice qui risque d'anéantir ses ambitions présidentielles. Une décision attendue pour ce vendredi. Les détails. Poursuivi pour détournement de fonds publics, l'édile de 62 ans attend le jugement confiant et serein malgré les 7 ans d'emprisonnement requis par le parquet le 16 février, selon son conseil politique, Moussa Taye. Ses avocats ont plaidé la relaxe pure et simple alors qu'une condamnation l'écarterait de l'élection présidentielle dans moins d'1 an pour laquelle le chef de l'État sortant, Macky Sall, est donné grand favori. Ce dissident du Parti socialiste qu'il a exclu en décembre avec d'autres ténors de la jeune garde de cette formation de la coalition présidentielle pour violence, indiscipline et activité politique concurrente à celle de la direction, impute ses déboires judiciaires à son statut d'opposant. À la barre, il s'est montré souriant, levant le bras pour saluer ses militants, scandant son nom à chaque audience et dont certains quittaient la salle, selon eux, pour ne pas entendre l'accusation. Accabler leur mentor, le maire est poursuivi avec 7 de ses collaborateurs pour un détournement présumé de 1,83 milliard de francs CFA, soit 2,8 millions d'euros entre 2011 et 2015. Se défendant de tout enrichissement personnel, les prévenus assurent que les fonds litigieux étaient politiques à l'usage discrétionnaire des élus. L'affaire tranche avec l'image de Khalifa Sall, qui avait surpris ses concitoyens en publiant une déclaration de patrimoine en 2009, une première à la municipalité de Dakar. En 2009, puis de nouveau en 2014, alors qu'il conduisait une liste dissidente de la majorité présidentielle, les Dakarois ont accordé leur confiance à cet homme du sérail, élu député en juillet 2017, malgré sa détention. À l'international, ses collègues maires qui lui ont confié les fonctions de secrétaire général de l'Association des maires francophones et de président des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique lui ont manifesté leur soutien dans l'épreuve judiciaire. C'est le 13 juin 2018 que François Compaoré sera fixé sur son sort. Ce jour-là, la justice française dira si elle accepte ou non la demande d'extradition formulée par le Burkina Faso à l'encontre du frère de l'ancien président déchu, Blaise Compaoré. François Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Ce mercredi, devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, ses avocats ont pointé les failles dans cette demande. Les conseils de François Compaoré ont d'abord pointé du doigt l'absence dans le dossier des documents qui incrimineraient leurs clients. Si vous n'avez pas ces documents, c'est que ces documents n'existent pas, a estimé maître Pierre-Olivier Sur, l'avocat qui a ensuite longuement dénoncé une procédure politique. Le Burkina ne peut pas juger le président Blaise, alors on change son fusil d'épaule et on essaie de juger le petit frère, celui qu'on appelle dans la presse le petit président. Mais tout cela milite à dire que les raisons de la demande extraditionnelle sont plus politiques que juridiques et judiciaires. Et lorsque la raison est politique, la jurisprudence et la loi interdisent l'extradition. Pierre-Olivier Sur a également dit craindre que la peine de mort ne s'applique à son client, un point sur lequel l'avocate représentant le Burkina Faso, maître Anta Guissé, a tenté de rassurer. On sait qu'il y a une réforme du code pénal qui est en cours avec l'abolition de la peine de mort à la clé. On sait aussi que le Burkina a signé le moratoire sur la peine de mort. Maintenant, on peut donner des garanties
et ce qui a été donné d'engagement du Burkina de ne pas appliquer cette peine de mort si elle venait à être prononcée par une juridiction. Ce qui vous est demandé, c'est que la justice burkinabé puisse faire son travail, a ajouté Maître Anta Guissé, estimant que François Compaoré s'était soustrait à cette justice en quittant son pays. Le frère de l'ancien président déchu, lui, a clamé son innocence en fin d'audience. « Je peux jurer que je n'ai jamais été un criminel », a-t-il lancé. En Éthiopie, la coalition au pouvoir a choisi mardi comme nouveau leader et donc prochain Premier ministre Abiy Ahmed, un gage d'apaisement à l'égard de l'ethnie Oromo dont il est issu et qui a été pour beaucoup dans la démission de son prédécesseur. Voici les détails. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens EPRDF a élu son nouveau leader. Il s'agit de Abiy Ahmed. Ce nouveau titre devrait lui permettre de succéder au Premier ministre qui avait démissionné en février, évoquant la promesse de réforme face à la grogne populaire. Il devient ainsi le tout premier Premier ministre appartenant à l'ethnie Oromo, la principale du pays depuis l'arrivée au pouvoir de l'EPRDF en 1991. On va s'attendre à beaucoup de travail et de plans de sa part. Il doit avoir de bonnes compétences en leadership pour négocier avec les gens et les fonctionnaires. Plus important encore, il doit s'adresser à la demande des jeunes car la majorité des questions des gens restent sans réponse. J'ai espéré que le docteur Abiy soit élu Premier ministre parce qu'il est bien éduqué. C'est un moment critique pour le pays et je m'attends à ce qu'il apporte la paix et la stabilité dans le pays. Le choix de Abiy Ahmed doit encore être confirmé par le Parlement éthiopien, dont tous les sièges appartiennent à l'EPRDF, une coalition de 4 partis constituée sur une base régionale et ethnique. De nombreux Éthiopiens, en particulier les Oromo, qui s'estimaient marginalisés, espèrent qu'il saura modifier le mode de gouvernement très autoritaire pratiqué par le parti. Abiy Ahmed a été désigné par les 180 membres, soit 45 représentants de chaque parti, membres du conseil de l'EPRDF. Ancien ministre des Sciences et de la Technologie, Abiy Ahmed avait fait carrière au sein des services de sécurité. Il avait été nommé il y a quelques semaines à la tête de l'organisation démocratique du peuple Oromo. En bref et en images, en Libye, le maire de Tripoli a été enlevé de sa maison dans la nuit de mercredi à jeudi par un groupe armé inconnu, a annoncé le conseil municipal. Dans un communiqué, des hommes armés ont pris d'assaut la maison d'Aboul Raouf Hassan Betelmal, maire de la capitale libyenne depuis août 2015, et l'ont emmené par la force des armes vers une destination inconnue, selon ce test. Le conseil municipal a appelé le gouvernement d'union nationale, GNA, reconnu par la communauté internationale et établi à Tripoli, à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour libérer le maire de la capitale. Le conseil municipal a par ailleurs annoncé la suspension de toutes ses activités pour protester contre cet enlèvement. On reste en Libye où des représentants des villes de Zintan et Misrata se rencontrent pour la première fois depuis les combats meurtriers qui les ont opposés en 2014 pour le contrôle de la capitale Tripoli. Et ces deux villes, rappelons-le, comptent les groupes armés les plus puissants de l'ouest du pays. Voici le reportage. Réunion de réconciliation entre Zintan et Misrata, deux importantes villes rivales libyennes. Une première depuis les combats meurtriers qui les ont opposés en 2014 pour le contrôle de la capitale Tripoli. La rencontre réunit des représentants des groupes armés et des dignitaires de la ville de Misrata. Nous, à Zintan, croyons fermement qu'une réconciliation nationale complète et juste qui imprègne toute la Libye est une porte d'entrée pour construire la patrie et une barrière la protégeant des interventions extérieures et des ambitions régionales et internationales. Pour l'unité de la Libye et pour renoncer à la division entre frères dans toutes les régions de la Libye, nous sommes déterminés à rassembler les Libyens et à établir la sécurité, la sûreté, à répandre la justice et la tranquillité et à renoncer à la violence et aux tueries.
À l'issue de la réunion, les représentants des deux villes ont mis en place une commission pour régler les questions en suspens, notamment le sort des prisonniers et des disparus. Les deux camps ont souligné la nécessité d'unifier l'armée et la police sous une autorité civile et de combattre le terrorisme. Misrata et Zentan étaient parmi les premières villes à se soulever contre le régime de Mouammar Kadhafi en février 2011. Leurs groupes armés ont pris le contrôle de la capitale Tripoli durant l'été 2011, signalant la fin du régime de Mouammar Kadhafi, capturé puis tué 2 mois plus tard dans sa ville natale de Sirte. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable nuit à chacun et à tous.